La pluie tombait à verse cet après-midi de novembre, un rideau d'eau froid et implacable, martelant la toile de la tente funéraire bon marché comme des accusations auxquelles je ne pouvais échapper. J'étais là, seul. Robert Douglas, 61 ans, regardant les fossoyeurs descendre ma femme de 32 ans en terre. Les employés du cimetière se mouvaient avec une efficacité routinière, leurs visages impassibles, se demandant probablement pourquoi il n'y avait qu'une seule personne en deuil à cet enterrement. Juste moi. Pas d'enfants, pas de famille, pas d'amis pour remplir les rangées de chaises vides derrière moi. Juste un père, debout dans la boue, pendant que ses 3 enfants étaient dispersés à travers le monde, choisissant des vacances et des contrats d'affaires plutôt que le dernier adieu à leur mère. Le cercueil de Sarah disparut dans la terre, et je sentis quelque chose en moi mourir avec elle. Le directeur des pompes funèbres se tenait à une distance respectueuse sous son parapluie, vérifiant sa montre. Il avait un autre service dans 1 heure. Je n'étais qu'un rendez-vous de plus dans sa journée. Les 2 compositions florales que j'avais achetées moi-même semblaient pathétiques sous le ciel gris de novembre, flétrissant sous la pluie. J'avais choisi des lys blancs parce que Sarah les adorait, parce qu'elle en plantait dans notre jardin chaque printemps, parce que j'étais le seul qui se souvenait encore de ces petits détails magnifiques la concernant. Mes mains tremblaient en serrant l'unique rose rouge qu'on m'avait donnée pour la jeter sur son cercueil. Mes enfants auraient dû être à mes côtés. Michael, mon aîné, plaidait sans doute dans un prétoire de Manhattan une affaire qu'il jugeait plus importante que l'enterrement de sa mère. Jennifer était sur une plage à Hawaï avec sa famille, publiant des photos de coucher de soleil sur les réseaux sociaux pendant que sa mère était recouverte de terre. Et David, mon Benjamin, concluait un accord d'investissement à Tokyo, son téléphone probablement en silencieux pour ne pas être dérangé par la culpabilité qui tentait de le joindre. Les fossoyeurs terminèrent leur travail et s'éloignèrent, me laissant seul avec ma femme morte et ma rage bien vivante. Je voulais hurler. Je voulais appeler chacun de mes enfants et les détruire avec des mots. Mais au lieu de ça, je suis restée là, sous la pluie, la laissant se mêler à mes larmes, me demandant comment nous en étions arrivés là, comment les 3 bébés que Sarah avait nourris, aimés, et pour qui elle avait tout sacrifié, avaient pu l'abandonner si complètement à la fin. Cette histoire, cette vérité douloureuse que je m'apprête à partager, doit être entendue. Sarah et moi nous sommes rencontrés à 23 ans. J'étais directeur adjoint dans une quincaillerie, et elle est entrée un samedi après-midi, cherchant des échantillons de peinture. Elle portait une robe d'été jaune et ses cheveux sombres étaient relevés en queue de cheval. Quand elle m'a souri en me demandant quelle nuance de bleu conviendrait le mieux à une petite chambre, j'ai oublié tous les mots que j'avais jamais appris. Je suis restée là, à la dévisager comme un idiot, car elle s'est mise à rire. Ce rire clair et sincère qui m'a fait sentir comme si j'étais la seule personne au monde. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, toujours souriante. « Je m'appelle Robert », ai-je finalement réussi à articuler. « Et je pense que n'importe quelle couleur serait magnifique si c'est vous qui la peignez. » C'était une phrase terrible. Absolument affreuse. Mais elle a ri de nouveau. Et ce rire est devenu la bande-son de ma vie, pendant les 32 années qui ont suivi. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne la demande en mariage. Je n'avais pas les moyens d'offrir une bague sophistiquée, juste un simple anneau en or pour lequel j'avais économisé en faisant des doubles gardes. Mais Sarah a pleuré quand je me suis agenouillée dans le jardin de ses parents. « Oui », a-t-elle dit avant même que j'aie pu finir de poser la question. « Oui, Robert Douglas, je veux bien t'épouser. » Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie à l'église. Nous n'avions pas les moyens de nous offrir une lune de miel, alors nous avons passé notre nuit de noces dans le même petit appartement que nous louions, à manger les restes du gâteau de mariage et à planifier notre avenir. Sarah voulait 3 enfants. Je voulais tout ce qui pouvait la rendre heureuse. Michael est arrivé le premier, né un matin de janvier enneigé, alors que j'avais 25 ans et était absolument terrifiée. Sarah a été une mère extraordinaire dès le début, une mère née qui semblait savoir instinctivement ce que chaque pleur signifiait. Elle le nourrissait, le berçait, lui chantait des chansons au milieu de la nuit pendant que je restais dans l'embrasure de la porte, émerveillée par sa force. Jennifer est arrivée 2 ans plus tard, une boule d'énergie hurlante. Sarah gérait tout avec une grâce que je ne pouvais comprendre. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque locale, mais son vrai métier, c'était d'élever nos enfants. Elle cousait les costumes d'Halloween à la main, aidait pour les devoirs, et transformait notre petite maison en l'endroit le plus sûr du monde. David est né quand Sarah avait 31 ans. Un cadeau, une bénédiction surprise qui complétait notre famille. Nous vivions dans une modeste maison de plain-pied en périphérie de la ville. Nous conduisions de vieilles voitures qui tombaient régulièrement en panne, faisions nos courses dans des magasins discount et découpions des coupons de réduction. Nous n'avons jamais pris de vacances coûteuses, mais nous étions heureux. Du moins, je le pensais. Sarah s'est entièrement consacrée à ses enfants. Elle était la fondation de tout, le centre qui maintenait notre famille unie.
Et les enfants l'aimaient. Ils l'aimaient farouchement quand ils étaient jeunes. Mais les enfants grandissent, et quelque part en chemin, cet amour s'est compliqué. Michael était brillant. Il a étudié le droit, et Sarah était si fière. Elle l'appelait chaque semaine pendant ses années d'université. Puis il a été embauché par un prestigieux cabinet d'avocats à New York. Soudain, mon fils est devenu trop occupé pour les appels téléphoniques. Ses réponses à ses longs messages se résumaient à de brefs textos. Occupé. On se parle plus tard. Ce plus tard n'est jamais arrivé. Jennifer a épousé Nathaniel, qui a vendu sa start-up pour une somme que je ne pouvais même pas imaginer. Ils ont déménagé en Californie, acheté une immense maison. Sarah appelait Jennifer chaque dimanche. Parfois Jennifer répondait, parfois non. Les conversations étaient toujours précipitées. Maman, je ne peux pas parler maintenant. Les enfants ont un cours de natation. Toujours quelque chose de plus important. David, le plus jeune, a peut-être été celui dont la trahison a le plus blessé Sarah. Il a étudié la finance, a été recruté par une banque d'investissement à Londres. Il est rentré pour Noël la première année, est resté 36 heures, la plupart du temps au téléphone, puis est reparti le soir de Noël. L'année suivante, il n'est pas venu du tout. Les marchés ne s'arrêtent pas pour les fêtes, maman. Sarah a pleuré après cet appel. Elle essayait de se convaincre. Ils sont juste occupés à construire leur vie. C'est ce pourquoi nous les avons élevés. Mais je voyais que cela lui brisait le cœur. Le téléphone de Sarah est devenu à la fois son plus grand espoir et sa plus profonde déception. Je regardais sa lumière s'estomper au fil des ans. La femme qui riait constamment est devenue plus silencieuse. Elle souriait toujours, mais ce sourire n'atteignait plus ses yeux de la même manière. 2 ans avant sa mort, Sarah a commencé à se sentir constamment fatiguée. Puis la fatigue a empiré. Sa peau a pris une teinte jaunâtre qui m'a effrayée. Je l'ai forcée à aller chez le médecin. Nous étions assis dans ce bureau stérile pendant que le médecin regardait ses résultats. Madame Douglas, je suis désolée, mais vous avez un cancer du pancréas. Stade 4. Il est assez avancé. Les mots n'avaient aucun sens. Cancer. Sarah. Ma Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire, stade 4? Demanda Sarah, d'une petite voix. Cela signifie que le cancer s'est propagé. À ce stade, les options de traitement sont limitées. Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Combien de temps? Ai-je demandé. Avec un traitement, peut-être 1 an. Nous sommes rentrés en silence. Une fois à la maison, Sarah a pris le téléphone. Je dois appeler les enfants. J'ai appelé Michael en premier. Il y a eu un long silence. Puis la voix de Michael, professionnelle, maîtrisée. C'est une terrible nouvelle. Quel est le plan de traitement? Michael, elle est en train de mourir. Ta mère est en train de mourir. Un autre silence. Je viendrai bientôt, a-t-il finalement dit. Je suis au milieu d'une affaire majeure en ce moment, mais dès qu'elle sera terminée, je viendrai. Il n'est pas venu. L'affaire s'est terminée. Une autre a commencé. Il a envoyé des fleurs. Il n'est pas venu lui-même. J'ai appelé Jennifer ensuite. Elle a pleuré. De vraies larmes. Oh mon Dieu, papa. Je suis tellement désolée. Je viendrai, bien sûr. Laisse-moi juste vérifier notre emploi du temps. Je viendrai le mois prochain. Le mois suivant est venu et reparti. Jennifer a appelé avec une excuse. Puis une autre. Toujours une raison. David a été le pire. Il pleurait avant même que j'aie fini d'expliquer. Non, non, pas maman. Pas elle. David, tu dois rentrer à la maison. Je vais réserver un vol tout de suite. Je serai là ce week-end. Mais le week-end venu, David a appelé avec une autre histoire. Papa, il me donne cette énorme opportunité. Maman voudrait que je réussisse, n'est-ce pas? Ta mère veut voir son fils, ai-je dit froidement. Je sais, et je viendrai. Donne-moi 2 semaines. 2 semaines se sont transformées en 1 mois. 1 mois en 3. Il a envoyé de l'argent, comme si l'argent pouvait remplacer sa présence. J'ai pris une retraite anticipée. La chimiothérapie a rendu Sarah si malade. Son corps se flétrissait. Ses cheveux tombaient partout. Je suis devenu infirmier, aide-soignant, témoin de la lente disparition de ma femme. Sarah ne s'est jamais plainte. Pas une seule fois. Mais elle était seule. Mon Dieu, elle était si seule. Nos enfants lui manquaient d'une douleur physique que je pouvais voir dans ses yeux. 3 semaines avant sa mort, nous étions assis ensemble sur le canapé à 3 heures du matin. Penses-tu qu'ils regretteront?
a-t-elle demandé doucement. Un jour, quand je serai partie, penses-tu qu'ils regretteront de ne pas être venus? Oui, ai-je dit honnêtement. Ils le regretteront pour le reste de leur vie. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, Robert, je veux que tu les appelles une dernière fois. Dis-leur que je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne voulais pas donner à ces enfants égoïstes une autre occasion de briser le cœur de leur mère. Mais Sarah me regardait avec un tel espoir que je ne pouvais pas refuser. J'ai appelé Michael le lendemain matin. Ta mère est en train de mourir. Il lui reste des semaines, peut-être moins. Il y a eu une pause. Je pouvais presque l'entendre calculer, peser la vie de sa mère contre son avancement de carrière. Je ne peux pas reporter ce procès. Maman comprendrait que mon travail est important. Je viendrai dès que le procès sera terminé. J'ai appelé Jennifer. Papa, nous avons déjà réservé ce voyage à Hawaï. Les billets ne sont pas remboursables. Maman voudrait que les enfants s'amusent. Et si je venais juste après? Ta mère n'aura peut-être pas 10 jours, ai-je dit. J'ai appelé David en dernier. Il est sorti d'une réunion. Papa, est-ce que maman va bien? Non, fils. Elle est en train de mourir. Il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose qui m'a donné envie de le secouer. Maman voudrait que je sécurise mon avenir, n'est-ce pas? Elle a toujours dit que l'éducation et la carrière étaient importantes. Il avait tordu ses encouragements aimants en une permission de l'abandonner. Je me suis assis à côté de Sarah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? A-t-elle demandé sans ouvrir les yeux. Je n'ai pas pu lui dire la vérité. Alors j'ai menti. Ils sont très occupés, ma chérie, mais ils t'envoient tout leur amour. Sarah a ouvert les yeux et m'a regardé. Elle savait que je mentais. Bien sûr qu'elle le savait. Mais elle a souri faiblement et a dit, ils sont juste occupés. Ils construisent de belles vies. C'est ce qui compte. Sarah est morte 3 semaines plus tard, un mardi matin de début novembre. J'étais assis à côté de son lit, lui tenant la main. Ses yeux se sont ouverts. Robert, a-t-elle murmuré, dis-leur que je les aime. Dis aux enfants que je les aime tellement. Je le ferai, ai-je promis. Et dis-leur, elle a fait une pause, luttant pour respirer, que ce n'est pas grave. Dis-leur que je comprends. Dis-leur de ne pas se sentir coupable. Même à la fin, avec ses derniers souffles, Sarah essayait de protéger nos enfants des conséquences de leur choix. Puis sa respiration s'est arrêtée. J'ai appelé Michael en premier. Papa, ta mère est morte ce matin. Quoi? Sa voix s'est brisée. Non. Je devais venir ce week-end. Elle est partie. Tu es arrivé trop tard. Il y a eu du bruit en arrière-plan. Attends, papa. On m'appelle pour le verdict. Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que ça peut attendre? Tels furent ses mots exacts. Sa mère était morte et il demandait si cela pouvait attendre. Non, ai-je dit froidement. Ça ne peut pas attendre. J'ai raccroché. Il a rappelé 6 heures plus tard, en pleurs. Quand ont lieu les funérailles? Samedi. Ce samedi? C'est vraiment rapide. Ta mère est morte de toutes les manières importantes depuis des semaines. Je n'attendrai pas plus longtemps. J'ai appelé Jennifer. Elle était à la plage. Papa, nous sommes enfin en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère est morte ce matin. Un long silence. Puis des sanglots. Quand ont lieu les funérailles? Samedi matin. Ce samedi? Papa, nous sommes à Hawaï. Pourrions-nous peut-être faire les funérailles après notre retour? Ou un service commémoratif à distance? J'ai raccroché. J'ai appelé David. Il était à Tokyo. Ta mère est morte ce matin. Il a poussé un cri animal de pure douleur. Les funérailles sont samedi. Samedi? Papa, pourrions-nous reporter? Pourrions-nous faire les funérailles lundi? J'ai raccroché. J'ai planifié les funérailles de Sarah seule. Le directeur des pompes funèbres a essayé d'être gentil. Votre famille ne sera pas là, lui ai-je dit. Il n'y a que moi. Le samedi matin est arrivé. Je me suis habillée avec mon vieux costume noir. Je suis entrée seule dans la salle d'exposition. Le directeur avait installé 60 chaises, espérant que quelqu'un viendrait. La salle est restée vide. 10 heures sont venues et reparties. Pas de Michael, pas de Jennifer, pas de David. Procédons, ai-je dit au directeur. Nous sommes allés au cimetière, et j'ai regardé descendre ma femme en terre. Quand je suis rentrée à la maison, le téléphone a commencé à sonner. Michael, puis Jennifer, puis David.
Ils voulaient s'expliquer, s'excuser, obtenir le pardon. Mais je n'avais rien à leur donner. Ils m'avaient tout pris. Ils avaient pris la dernière chance de Sarah de voir ses enfants. Ils avaient pris le dernier réconfort de ma femme. Ils avaient pris l'adieu qu'elle méritait. Et pourquoi? Un procès, des vacances, un contrat. Je me suis assis dans cette maison vide, dans ce silence écrasant, et je me suis demandé si Sarah avait su, à la fin, que ses enfants ne viendraient pas. Je finirais par découvrir que Sarah savait exactement ce qu'elle faisait, qu'elle avait tout vu, et qu'elle avait planifié une dernière leçon pour les enfants qui avaient oublié comment aimer. Mais cette découverte était encore à des semaines de là. Les jours qui ont suivi les funérailles se sont fondus en un néant gris. J'ai cessé de répondre au téléphone. Michael s'est présenté à ma porte 4 jours après l'enterrement. Je l'ai entendu frapper, supplier à travers la porte. « Papa, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Nous devons parler. » J'ai fait une terrible erreur. Je n'ai pas bougé. Il a attendu 1 heure sur le porche avant de repartir. Qu'il ressente une fraction de l'attente que Sarah avait endurée. Jennifer est venue la semaine suivante avec sa famille. « Papa, s'il te plaît, parle-moi. Je sais que j'ai tout gâché. » Ses enfants, mes petits-enfants, que je connaissais à peine, ont commencé à frapper aussi. « Papy, maman dit que tu es triste. On t'a apporté des biscuits. » Comme si des biscuits pouvaient combler le vide laissé par leur mère à l'enterrement de Sarah. Je suis resté silencieux jusqu'à ce qu'ils partent aussi. David a envoyé de longues lettres manuscrites, remplies d'excuses. J'ai jeté la première sans la finir. Puis la deuxième. Et la troisième. Sa culpabilité couchée sur du papier, aussi inutile que son absence avait été dévastatrice. 6 semaines après les funérailles, je me suis forcé à commencer à trier les affaires de Sarah. Sur son bureau, dans le dernier tiroir, je les ai trouvés. Les journaux de Sarah. Des dizaines de cahiers. 32 ans de pensées intimes de ma femme. J'ai pris le plus récent, celui de sa maladie. J'ai commencé à lire. 10 mars. Je n'arrête pas de penser au temps. Combien il m'en reste? Le médecin a dit 1 an, peut-être moins. J'espère que mes enfants rentreront à la maison avant qu'il ne soit trop tard. 28 mars. Michael a appelé aujourd'hui. Il a parlé pendant 9 minutes avant de devoir partir. Je l'ai chronométré. 9 minutes pour sa mère mourante. Il a promis de venir bientôt, mais sa voix avait ce ton. Celui qui signifie qu'il prépare déjà ses excuses. 28 avril. Le procès a été prolongé. Jennifer a reporté sa visite à cause d'un événement scolaire. David a annulé son vol pour une urgence professionnelle. Je le savais. D'une certaine manière, je savais que ça arriverait. Mais ça fait mal quand même. Mon Dieu, ça fait si mal. Je devais m'arrêter de lire, ma vision brouillée par les larmes. Je savais qu'elle était déçue, mais je n'avais pas réalisé la profondeur de sa douleur. Elle me l'avait cachée pour me protéger. 30 juin. Je crois que je dois accepter qu'ils ne viendront pas. Pas vraiment. Ils enverront des cartes, des fleurs et de l'argent, mais ils ne viendront pas s'asseoir à côté de moi pour me tenir la main. Je les ai élevés pour qu'ils soient indépendants. Je ne réalisais pas que je leur apprenais aussi que j'étais jetable une fois qu'ils n'auraient plus besoin de moi. 23 août. J'ai rêvé que les enfants venaient à mes funérailles. L'église était pleine. Ils ont prononcé de magnifiques éloges. Ils pleuraient de vraies larmes. Et je voulais me lever de mon propre cercueil et leur crier « Où était cet amour quand j'étais en vie? Pourquoi avez-vous le droit de vous sentir bien à mes funérailles alors que vous n'avez pas pris la peine de me rendre visite quand ça comptait ?» 22 octobre. J'ai pensé à mon testament. L'argent de tante Frances que j'ai investi il y a toutes ces années. Il a tellement fructifié, près de 4 millions de dollars. Je n'en ai jamais parlé à personne. Mais maintenant, je me demande si je devrais y attacher une condition. S'ils ne peuvent pas venir me voir de mon vivant, devraient-ils recevoir mon argent à ma mort? Ou devrais-je l'utiliser pour leur donner une leçon? 25 octobre. J'ai vu Harold aujourd'hui. J'ai mis en place la condition. S'ils ne viennent pas à mes funérailles, ils ne reçoivent pas l'argent. Tout ira à Robert. Harold m'a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui. Je n'ai jamais été plus sûre de rien. C'est mon test final pour eux. Se montreront-ils parce qu'ils m'aiment ou parce qu'ils veulent quelque chose de moi? S'ils ne viennent pas, alors j'aurai ma réponse. Ils ne m'aimaient pas assez. La dernière entrée était datée de 3 jours avant sa mort. 29 octobre. Mes enfants ne sont pas venus. Malgré tout, ils ont choisi de ne pas venir. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne le voulaient pas assez. J'ai versé ma vie pour les élever.
Et ils ont choisi de verser la leur dans tout sauf moi. C'est leur droit. Mais c'est aussi mon droit d'être déçu, d'être triste, de reconnaître que cela fait plus mal que le cancer. Robert m'a demandé ce que je voulais qu'il leur dise. Je lui ai dit de dire que je les aime, que je comprends. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ils m'ont abandonné. Le testament est ma façon de le leur faire savoir. Peut-être que c'est cruel. Mais laisser sa mère mourir seule l'est aussi. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vivront avec les conséquences. Et peut-être, juste peut-être, ils apprendront quelque chose. J'ai refermé le journal, pleurant pour ma femme qui était morte en portant ce chagrin immense. Elle avait tout su, tout vu. Et elle avait agi. Elle avait tendu un piège, un test, une dernière leçon. Et nos enfants avaient échoué de manière spectaculaire. 2 mois plus tard, j'avais rendez-vous avec Harold Bishop, notre avocat de famille. Robert, dit-il, je dois examiner le testament de Sarah avec vous. Elle a fait des dispositions très spécifiques il y a 5 ans. Il m'a alors parlé de l'héritage de la tante de Sarah. Robert, saviez-vous que les $50 000 qu'elle a investis ont considérablement augmenté? La valeur totale de son portefeuille est de 3,7 millions de dollars. J'étais abasourdi. Ma femme, qui découpait des coupons, avait 3,7 millions de dollars. Harold a poursuivi. L'héritage de 3,7 millions de dollars sera divisé à parts égales entre vos 3 enfants, à une seule condition. Les 3 enfants doivent assister à ses funérailles. Si l'un d'eux ne vient pas, la totalité de l'héritage vous revient. Il m'a ensuite remis une lettre de Sarah. Mon très cher Robert. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que nos enfants ne sont pas venus à mes funérailles. J'espérais me tromper. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'ils ne viendraient probablement pas. J'ai mis en place cette condition non pas pour les punir, mais pour leur apprendre que la présence compte plus que les cadeaux, que le temps compte plus que l'argent. L'argent est à toi maintenant. Fais en ce que tu veux. Tu m'as montré chaque jour à quoi ressemble le véritable amour. Tu ne m'as jamais abandonné. Quant aux enfants, ils seront en colère. Ils diront que j'ai été manipulatrice. Ne les écoute pas. C'était mon argent, mon choix, ma dernière leçon. J'espère que cette leçon, aussi douloureuse soit-elle, les aidera à devenir de meilleures personnes. Tout mon amour pour toujours, Sarah. En quittant le bureau d'Harold, je ressentais une nouvelle clarté. Le cadeau final de Sarah n'était pas seulement l'argent. C'était la connaissance du véritable caractère de nos enfants, et les moyens de les forcer à le voir aussi. Ils viendraient pour l'argent. Et quand ils le feraient, je leur dirais la vérité. Michael a été le premier à appeler. Sa voix était pleine d'un soulagement calculé. Il a rapidement abordé les questions pratiques. L'héritage de maman, la maison. Nous devrions probablement la vendre, n'est-ce pas? Partager le produit en 3. L'argent. C'était la vraie raison de son appel. La maison de ta mère n'est pas à vendre, ai-je dit fermement avant de raccrocher. Jennifer s'est présentée la semaine suivante. Elle était encore bronzée de son voyage à Hawaï. Elle aussi, après des excuses larmoyantes, a parlé de la nécessité de vendre la maison pour des raisons financières. Parlons de l'héritage de ta mère, ai-je dit. Elle a laissé une condition. Vous deviez tous assister à ses funérailles pour hériter. Le visage de Jennifer a pâli. Combien d'argent? Fut sa première question. 3,7 millions de dollars. Argent que vous avez perdu parce qu'un voyage à Hawaï était plus important que votre mère. Elle a commencé à parler de contester le testament. Sors de ma maison, ai-je dit. David est arrivé 2 semaines plus tard. Le même scénario. Le choc, l'incrédulité, puis la colère. Maman a été manipulatrice. L'esprit de ta mère était parfaitement clair, ai-je répondu. Elle vous a donné un choix. Vous avez choisi de ne pas venir. Elle a simplement attaché des conséquences à ce choix. Son journal est rempli de votre abandon. Son visage s'est effondré. Qu'est-ce que tu veux de nous, papa? Il n'y a rien à réparer. Vous ne pouvez qu'apprendre. Au cours des 6 mois suivants, j'ai transformé l'argent de Sarah en son héritage. 2 millions de dollars ont servi à créer le Havre de Sarah, un centre de soins palliatifs. J'ai créé des bourses d'études, financé des programmes de bibliothèque, des groupes de soutien pour les aidants. J'ai gardé 500 000 dollars pour moi. Le reste a servi à garantir que la mort de Sarah ait un sens. 1 an après sa mort, j'ai emmené ses cendres à Santorin, l'île dont elle avait toujours rêvé. Là-bas, sur une plage, Michael a appelé. Sa voix était brisée.
Ma fille Emma m'a demandé pourquoi nous n'étions pas à l'enterrement de grand-mère. Je lui ai dit la vérité. Que je pensais que mon travail était plus important. Elle m'a regardé et m'a dit, « Papa, si tu étais en train de mourir, est-ce que je viendrais te voir même si j'avais quelque chose d'important ?» J'ai dit oui. Et elle a répondu, « Alors pourquoi n'es-tu pas allé voir grand-mère ?» Michael s'est effondré en larmes. « Papa, je ne pourrais pas supporter la douleur que j'ai infligée à maman. » Alors n'enseigne pas ça à ta fille, ai-je dit doucement. Apprends-lui que les gens comptent plus que les réussites. Les choses ont lentement changé. Michael appelait chaque semaine. Jennifer envoyait de vraies lettres. David a quitté son emploi à Londres, a déménagé plus près. 2 ans jour pour jour après la mort de Sarah, je les ai rejoints au cimetière. Ils se sont tenus maladroitement près de sa pierre tombale. Puis, un par un, ils ont parlé à leur mère, leur voix remplie de remords et de promesses de faire mieux. Après, je leur ai remis 3 enveloppes. Votre mère a utilisé son testament comme un miroir. Je pense que vous avez appris la leçon. Chacune contenait un chèque de $100 000. Pas l'argent de leur mère. Mon argent. À une condition. Vous le dépensez en temps. Des vacances avec vos enfants. Partir plus tôt du travail pour les spectacles de l'école. Votre mère a dépensé son argent pour vous apprendre que le temps est précieux. Maintenant, je vous donne de l'argent pour mettre cette leçon en pratique. 5 ans plus tard, j'ai 71 ans. L'essentiel de l'argent est parti, investi pour changer des vies. Le Havre de Sarah a ouvert ses portes. 20 étudiants par an reçoivent des bourses en son nom. Mais le vrai changement est chez mes enfants. Michael ne manque jamais une pièce de théâtre de sa fille. Jennifer a annulé un voyage à Paris quand son fils est tombé malade. David a refusé une promotion qui aurait signifié plus de voyages. La dernière leçon de Sarah a fonctionné. Je porte maintenant son médaillon en or, celui qui symbolisait son héritage secret, son test final. Avant, il symbolisait la trahison. Maintenant, il symbolise autre chose. Un amour durable. Des leçons douloureuses. La sagesse que parfois, les cadeaux les plus difficiles sont les plus précieux. L'acte d'amour final de Sarah pour nos enfants fut de leur montrer ce qu'ils étaient devenus. Mon dernier acte d'amour fut de leur montrer qu'ils pouvaient changer. Sarah serait fière d'eux maintenant. Je pense qu'elle serait fière de moi aussi. Cette histoire, celle de Robert et Sarah, nous laisse avec une question essentielle. Quelles sont nos véritables priorités? Et quel prix sommes-nous prêts à payer pour les avoir oubliés? Le temps est la seule monnaie qui compte. La présence est le seul cadeau qui a de la valeur. Et l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix que l'on fait chaque jour de se présenter, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour apprendre cette leçon.